Eh bien, c'est parti, bienvenue pour le webinaire Terre excavée et sédiments, un enjeu pour nos territoires circulaires. Novabile prend soin des territoires. C'est une association qui fédère et mobilise les acteurs de la construction, de l'immobilier et de l'aménagement. Par nos actions et missions, nous visons le changement des pratiques par un changement de mentalité. Changer pour le plaisir, pas tout à fait. Ce que nous faisons, c'est pour que les projets intègrent les enjeux climatiques et la préservation de la biodiversité, des ressources et de la santé. Nos objectifs A2BCS, ce qui est dit dans ce slide, bien sûr. Et alors, nos actions et mise à disposition de ressources sont catégorisées en 8 thématiques que vous voyez là, dont faire circulaire, ce qui a guidé l'organisation de ce webinaire. Alors, le programme du webinaire est le suivant. On va entrer dans la matière par un aperçu d'enjeux et des réglementations sur ces sujets-là, animés, présentés par moi-même. Et puis, nous avons 3 projets. Je dis déjà merci aux intervenantes et aux intervenants pour s'être prêtés au jeu. Eh bien, après chaque intervention des intervenants, pas la mienne, nous ouvrons un espace de questions-réponses pour que vous puissiez directement avoir des réponses sur les sujets spécifiques. Justement, ces questions seront à poser dans le chat, animé par Louise et Julie, mes collègues. Je vous remercie beaucoup. Ce webinaire est aussi destiné à être diffusé et donc vous trouverez le replay et les présentations, toutes les ressources sur notre site. Alors, de quoi parle-t-on? Les terres excavées correspondent au sol initialement en place et qui a été retiré, quelle que soit la raison de l'excavation. Les sédiments sont donc les matériaux constitués de particules plus ou moins grosses, gorgées d'eau et pouvant facilement s'écouler, plutôt issues de la mer comme les images le montrent. Alors, petit aparté, vous allez voir en bas à droite, toujours une petite main avec une sorte de petit post-it jaune. Ça sert pour le téléchargement de la présentation. Vous pouvez cliquer dessus, il y aura vous allez arriver directement sur le lien de la ressource. Alors, quand on parle de terre ou de sédiments, aujourd'hui, ce qui nous intéresse aussi, c'est la question des flux, c'est-à-dire d'où vient cette ressource et où elle va aujourd'hui. Les terres excavées proviennent essentiellement des chantiers de travaux de terrassement ou de fondation. Une grande part des terres est évacuée des chantiers vers les filières de valorisation ou des installations de stockage des déchets. Et les bouts de dragage, donc les sédiments, proviennent du dragage des ports, fleuves et rivières pour maintenir, restaurer ou développer la navigabilité, prévenir même aussi des inondations ou améliorer la qualité des écosystèmes. Une grande part des sédiments est émergée en mer, le reste est amené à terre pour de la valorisation et l'élimination en installation de stockage de déchets. Il y a le BRGM, qui est un service géologique national. Il a recensé un peu 4 enjeux autour de cette ressource et ils ont détecté qu'il y aurait un enjeu économique autour de cette ressource qui est donc la gestion des terres excavées, qui peut présenter un surcoût qui peut influer sur l'équilibre des projets, et induit forcément par le transport de cette ressource, par les traitements, par exemple, de dépollution ou les prix de dépôt en décharge. Pour les sédiments, l'accessibilité des ports est un enjeu majeur pour l'attractivité et rayonnement international et tout simplement pour maintenir leur activité de port. Deuxième enjeu, ça serait l'enjeu logistique. Les terres sont essentiellement transportées par camion, dont les capacités sont limitées. Et bien sûr, plus ça vient de loin, plus c'est un impact sur le coût globalement. Il y a aussi des enjeux environnementaux. Par exemple, l'utilisation des sédiments ou des terres peut limiter les terres
l'utilisation de matières premières et donc effectivement au service d'une circularité des territoires, d'où le nom aussi de notre webinaire. Si on arrive à réduire le transport de ces matériaux, forcément on aura un impact carbone, une atténuation de l'impact carbone de cette activité. Après, il faut quand même aussi être conscient que la gestion des terres excavées ou des sédiments, il y a souvent une question de pollution qui va avec et donc il faut faire attention à ce que cette pollution n'atteigne pas le vivant, quelque part. Il y a un enjeu réglementaire. Pourquoi on dit ça? C'est que le producteur des terres et les personnes qui sont concernées sont responsables et responsables devant pénalement. Mais pas tout, il y a aussi une question de complexité réglementaire qui entre en jeu. Aujourd'hui, la valorisation des terres excavées et des sédiments est encadrée par plusieurs codes, environnement et tout ça, qui rendent leur maîtrise difficile. Pour y répondre, une déclaration ou un permis d'aménager est souvent insuffisant. Appliquer l'ensemble des réglementations permet, selon nous, d'être déjà dans la légalité, pour pas pouvoir être tout simplement respecter la loi. Ça permet aussi d'assurer la valorisation de cette ressource et ça permet de justifier l'absence d'impact négatif sur le vivant. Alors, juste un exemple de contrôle validation effectué avec le territoire récepteur. Donc, par exemple, le maire ou la maire peut délivrer les autorisations pour les projets. Les PLU ou autres documents d'urbanisme peuvent restreindre ou faciliter ces opérations. Et le maire ou la maire peut aussi refuser tout projet d'apport de terre sur son territoire. On appelle ça la police des déchets. Alors, ce que je vais vous raconter maintenant, c'est un peu une sorte de vue rapide sur les réglementations en cours qui visent globalement, pourquoi il y a ces réglementations, c'est pour effectivement éviter que la terre excavée soit forcément un déchet et finisse sur les décharges, pour du coup arriver plutôt dans l'économie circulaire. Il faut se dire aussi que je suis au service de Novabuild. Nous avons la vision 360. On vous propose une décortication des réglementations. On ne va pas complètement rentrer dans le détail. Et vous avez avec nous les experts qui, grâce à leur projet, pourront aussi répondre sur les questions réglementaires après. Alors, on est parti. Déjà, ça commence en 2000 avec la modification 2021 du Code de l'environnement où la question de la prévention et la gestion des déchets prend quelque part forme dans les articles L 541 et suivants. Vous vous rappelez le code à consulter, vous pouvez après cliquer dessus pour voir plus loin. Après, nous avons en 2015 le focus, enfin la loi de la transition énergétique pour une croissance verte. L'objectif principal de cette loi, c'était de réduire l'impact environnemental par la valorisation des déchets. Et là, on voit arriver que cette loi impose que 70% des déchets du BTP doivent être valorisés. L'horizon 2020 et cet objectif est maintenu dans les révisions du Code de l'environnement jusque-là, donc toujours cet objectif. En 2016, nous avons donc une loi pour l'économie bleue, l'article 85, qui parle du coup de l'interdiction de rejet en mer des sédiments. Les résidus de dragage, on en a parlé en intro, aujourd'hui ils sont encore beaucoup re-enfouis à la mer. Après, on a la loi AGEC, loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Ce texte-loi modifie particulièrement 3 aspects qui nous concernent. Premièrement, il dit que lors des travaux de démolition et réhabilitation des bâtiments, les matériaux triés en vue de leur réemploi ne prennent pas de statut de déchet. Bon. Deuxièmement, le passage donc en ICP, installation classée pour la protection de l'environnement, n'est plus obligatoire pour réaliser une sortie de statut de déchet des terres excavées. Et bien, cette loi, elle a été mise en application par le décret numéro 2021-380 pour justement faire en sorte que les terres excavées puissent être sorties de ce statut de déchet et pour promouvoir le processus de valorisation. Et troisième, il y a une
une loi sur, enfin, c'est toujours la loi AGEC, mais là, c'est l'obligation de tracer les déchets. À compter du 1er janvier 2021, les producteurs des terres ou celui qui les traite, y compris par emblayage, doit faire une déclaration à l'autorité administrative. Alors, la mise en application de cette traçabilité est promulguée par un décret 2021-321 et il prévoit la création d'un registre national des déchets. Et donc là, c'est l'idée de créer un service en ligne où les données relatives aux déchets entrant et sortant des exploitants pour savoir d'où vient le déchet, où il va et ses caractéristiques. Ce registre national des déchets a été créé en 2022. Vous avez ici juste une image, parce qu'il y a avec un lien sur une vidéo qui explique très très bien comment ça marche pour qui. Et dans cette partie-là, vous allez aussi trouver un outil qui s'appelle Track Déchets. Donc à partir du 5 mai 2025 à 7 heures précises, l'ensemble des déclarations de registre national des déchets et terres excavées doivent être transmis à cette application. Et puis pour finir, il existe aussi un logigramme de décision qui doit aider les acteurs autour de cette ressource pour savoir comment est-ce qu'on peut sortir la terre excavée ou les sédiments de l'état de déchets. Eh bien, c'est parfait. Je suis heureuse du coup. Pas. Déjà, bon, c'était une revue très 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 rapide. C'était le but. Et puis, on va illustrer ces enjeux réglementaires et la circularité par les 3 projets qui vont être présentés maintenant. Et ça commence tout de suite par par Olivier Hugues, excuse-moi, les terres, toute une stratégie de territoire. Je vais arrêter mon partage d'écran pour que toi, tu puisses lancer le tien. Est-ce que ça Super. s'affiche bien? Oui. Alors, Ok, super. Donc effectivement, comme l'a dit Anna, mon objectif c'est de vous partager un retour d'expérience, donc le retour d'expérience de l'île de Nantes et en fait un peu de notre stratégie de valorisation des terres excavées. Donc décomposer un peu en 3 parties. Pourquoi réutiliser les terres excavées? Pardon, sur le titre, il manque un petit mot sur l'île de Nantes. Et deuxième partie sur comment on fait, enfin comment nous on a fait en tout cas. Et puis une troisième partie, vraiment retour d'expérience un peu en détail. Qu'est-ce qui marche aujourd'hui ou peut-être qu'est-ce qui reste à améliorer. Sur les enjeux déjà qui nous ont poussé à nous intéresser à la valorisation des terres excavées. Bon, c'est des enjeux un peu classiques dès lors qu'on rentre dans une démarche d'économie circulaire. Donc il faut savoir que nous, aménageurs, l'île de Nantes, on est en charge d'un projet urbain à grande échelle où il va y avoir énormément d'opérations, de petites opérations d'aménagement, enfin de petites ou de grandes opérations d'aménagement, à la fois la construction de bâtiments et la construction d'espaces publics. Et tous ces travaux vont générer de l'excavation de terre liée au terrassement pour différents besoins, du creusement de parking, de la réalisation de tranchées pour des réseaux, de la remise ou des changements de niveau altimétrique. Et tout ça va générer des quantités de déblais assez conséquentes qu'on a estimées d'ici la fin du projet de l'île de Nantes à 250 000 mètres cubes. Et en parallèle de ça, on a aussi des besoins de matériaux assez conséquents, à la fois pour recréer des sols fertiles sur nos espaces verts, pour aussi remblayer si on veut rehausser le niveau altimétrique, en matériaux de structure aussi pour les couches de voirie. Et donc tous ces matériaux minéraux, on a estimé qu'on avait un besoin d'au moins 150 000 mètres cubes et probablement un peu supérieur. Donc, pourquoi finalement mettre un peu les deux en lien et sortir d'un schéma linéaire où on aurait juste envoyé hors de l'île des matériaux et acheté à des carrières des nouveaux matériaux minéraux? Tout simplement pour limiter la consommation des ressources et la production de déchets, réduire les émissions de carbone, notamment liées à la production de nouveaux matériaux, au recyclage de déchets et au transport, maîtriser les coûts, puisque on verra après qu'on va du coup centraliser un peu la gestion de ces matériaux-là
sous notre maîtrise d'ouvrage, ce qui fait qu'on aura une vision plus claire des coûts associés. Et puis, je l'ai dit, donc réduire le transport, les nuisances associées, parce que ça fait beaucoup de flux de camions, tous ces matériaux qui transitent. Et si on peut les garder sur l'île, ben, ça veut dire qu'on fait moins de bruit en dehors de l'île, moins de pollution et moins de congestion aussi sur les ponts. Maintenant, comment on valorise? Donc nous, il faut savoir qu'on a commencé cette réflexion à partir de 2013 en passant une convention de recherche et développement avec le BRGM pour réaliser ce qu'on appelle un inventaire historique urbain. Donc l'inventaire historique urbain, c'est recenser toutes les activités polluantes et tous les mouvements de terre qu'il y a eu sur l'île, parce que c'était un peu le point de départ, étant donné qu'on est sur un secteur de friche industrielle, d'anciennes activités polluantes. Et donc dès lors qu'on va vouloir valoriser des matériaux, il va falloir qu'on caractérise un peu leur structure vis-à-vis de polluants. Parce que c'est ça qui va être limitant ensuite dans la capacité à les réutiliser. Et donc, cet inventaire historique urbain a permis ensuite de caractériser ce qu'on appelle le fond géochimique, en fait, qui va permettre de définir différentes catégories, hop, qui sont juste après, pour savoir un peu ce qu'on va pouvoir faire des terres en fonction des concentrations qu'elles présentent sur différents paramètres. Donc, par exemple, quand je dis différents paramètres, ça peut être des métaux comme le plomb, l'arsenic, ça peut être des paramètres organiques, des hydrocarbures. On a tous les polluants, on va dire, un peu classiques qu'on répertorie dès lors qu'on est sur des secteurs de friche. Et ben, en fait, on va venir les caractériser et en fonction des seuils sur lesquels de concentration qu'on va atteindre sur ces analyses-là, on pourra définir que tel ou tel matériau est dans une catégorie ou dans une autre. Et en fonction de la catégorie dans laquelle il est, on va pouvoir le réutiliser plus ou moins facilement. Donc la réutilisation est plus facile quand on se trouve à gauche de l'organigramme dans les catégories 0, puisque c'est des matériaux qui sont considérés comme inertes, sains, naturels. Donc on va pouvoir les réutiliser sans contrainte. Et à l'inverse, dès lors qu'on va se retrouver à droite de l'organigramme, ce qu'on appelle en catégorie 4, là on va être sur des teneurs de pollution qui peut en général modérer, mais plus néanmoins qui limitent leur capacité de réutilisation. Et du coup, on va être dans un niveau d'étude ou un niveau de contrainte supplémentaire qui fait que ça va être plus difficile de les réutiliser. Donc une fois qu'on a eu défini ces catégories, en fait, là déjà on a pu commencer à dire tel matériau, si on en a un peu trop sur un chantier, on peut le réutiliser sur un chantier qui se fait en même temps ou au même endroit à peu près. On peut faire comme ça de l'optimisation de terre, on va dire, à l'échelle de 1, 2 chantiers. Mais c'était pas suffisant dans le sens où en fait, les chantiers ne sont pas toujours en même temps et on avait besoin aussi, pour réutiliser d'un chantier à un autre, d'autorisations supplémentaires et d'outils supplémentaires pour pouvoir optimiser notre gestion des terres. Donc, on a contractualisé en 2020 un protocole avec les services de l'État et de la ville de Nantes. Donc, quand je dis service de l'État, c'est l'ADREA qui est à la manœuvre, mais c'est un protocole qui est signé par la préfecture pour inscrire en fait sur la base des catégories que je vous ai montrées juste avant, une démarche d'ensemble à l'échelle de l'île. Ça permet aussi notamment de sortir du statut de déchet, puisque tant que les matériaux en fait restent sur l'île, ils sont plus considérés comme des déchets, mais comme des ressources. Puisque ça, c'est une particularité du droit français, ce qui fait que normalement, dès qu'une terre sort d'un chantier, peu importe sa caractérisation, on va dire, qu'elle soit polluée ou pas, elle prend le statut de déchet par défaut. Donc, nous, avec cette caractérisation et avec la démonstration qu'on a faite, on avait capacité à réutiliser les terres en fonction de certaines conditions qu'on avait définies préalablement avec l'Institut du BRGM, on a pu expliquer au service de l'État qu'on pouvait se placer dans une démarche qui restait rigoureuse, sécuritaire, etc., mais qu'on pouvait valoriser à l'échelle de l'île. Et en fait, une fois qu'on a posé ça, tout l'enjeu, c'était d'arriver à centraliser un peu cette gestion, de trouver un site sur lequel on allait pouvoir amener les différents chantiers menés par différentes entreprises, allaient pouvoir venir amener leurs déblais et en même temps récupérer pour les réutiliser dans d'autres chantiers, toujours sur l'île de Nantes. Et donc, c'est ce qu'on a appelé, ce site-là, c'est ce qu'on a appelé l'écocentre. Donc l'écocentre, le principe, il est assez simple, ce que je disais, voilà, les chantiers de l'île de Nantes, dès lors qu'il y a une tranchée à creuser, un parking à creuser, ils amènent leur déblai sur l'écocentre, qui est exploité par une entreprise qui s'appelle Il Recycle, qui est une filiale de l'entreprise Brésilien.
sur l'éco-centre, cette entreprise Brésion fait des traitements, du tri et ensuite remet à disposition, suivant les catégories que je vous ai présentées juste avant, des matériaux pour différents usages. Donc, ce qui sort de l'éco-centre, eh ben, ça peut être des matériaux enfin, ça peut être du sable qui va rentrer dans la composition de béton, ça peut être des terres, des argiles qui vont servir à créer par exemple des bassins, des fonds imperméables pour créer des bassins, du sable, des graviers pour des remblais ou des couches de voirie. Et donc, c'est ce qu'on réutilise ensuite dans nos espaces publics ou dans les opérations immobilières. Je vous ai donné l'exemple des Jardins de l'Estuaire, qui est un projet d'espace vert qui est en cours d'élaboration, dans lequel on réutilise des matériaux issus d'éco-centres qui proviennent d'autres chantiers. Pour aller vite sur un peu les chiffres clés l'éco-centre, grâce à cet outil-là, donc qui doit accompagner finalement tout le projet urbain, donc qui va rester sur une durée de 12 ans, on ambitionne de réduire de 30% les rejets de carbone qui sont associés au transit de terre dans une gestion, on va dire, classique, plutôt linéaire. 250 000 m3 de déblais qui devraient être acceptés sur l'éco-centre en 12 ans. On a identifié le potentiel de terre fertile à 100 000 m3 et du coup au moins 50 000 m3 en plus de remblais et couches de forme pour réaliser les espaces publics de l'île de Nantes. Et on espère atteindre un taux de valorisation de 85%. Donc entre ce qu'on va réutiliser sur l'île et ce qui sera les surplus qui seront valorisés dans d'autres projets à l'extérieur et qui n'iront pas directement en décharge, on espère atteindre un taux de 85%. Donc assez rapidement, l'éco-centre il est situé sur la pointe ouest de l'île, puisque l'aménagement se fait pour l'instant autour de l'hôpital et dans une seconde partie, on est à partir de 2030 plutôt dans le secteur ouest. Donc pour l'instant, il est éco-centré dans le secteur ouest. C'est le secteur qui est disponible. Donc le foncier est disponible sur une durée suffisamment longue. Et donc, voilà, je voulais insister un peu sur les partenaires du projet, puisque nous, ça a été un point déterminant pour aboutir à la fois sur toutes ces études, ces catégories de terre, et la concrétisation de toute cette stratégie avec l'arrivée de l'éco-centre. Donc, on a été accompagné par des acteurs institutionnels, donc le BRGM, la DREAL des Pays de la Loire et puis la collectivité. On a mis aussi beaucoup d'argent dans l'ingénierie à travers notamment deux bureaux d'études techniques, CEREA et bureau d'études WSP, anciennement BG, ingénieur conseil, mais aujourd'hui WSP, et pas mal aussi d'ingénierie juridique. On s'est associé au cabinet FIDAL pour répondre aux différentes interrogations et aux besoins d'innovation juridique pour aboutir à ce projet-là. Et puis, du coup, bien sûr, entreprise, c'est Brésillon qui a été retenu pour exploiter l'éco-centre. Voilà. Et donc, si maintenant on passe un peu au retour d'expérience dans le détail, alors, il faut savoir que, du coup, on est obligé, avant d'arriver sur l'éco-centre, de caractériser les terres. Donc, pour ça, nous, on a tout un process avec nos bureaux d'études pour réaliser très en amont des diagnostics, d'orienter tout de suite la caractérisation de ces terres suivant les différentes catégories qu'on a retenues. Donc là, je vous ai mis un extrait de plan qu'on peut donner une fois qu'on a finalisé le diagnostic avec un plan de maillage. Donc on fait des carrés, on fait des sondages dans ces carrés-là à différentes profondeurs et du coup on est capable de dire sur certaines surfaces et en fonction des profondeurs quel type de terre ça va être et du coup quand on va venir creuser, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Une fois qu'on a ce diagnostic-là, nos concepteurs, maîtres d'œuvre, architectes urbanistes, continuent de travailler avec le bureau d'études cité sol pollué pour dire, en fonction du projet d'aménagement qui va être fait, et là où on va creuser ou pas creuser, qu'est-ce qu'on va pouvoir réutiliser sur site, qu'est-ce qu'il va falloir envoyer à l'éco-centre parce qu'on n'en aura pas besoin sur site, et à l'inverse, si on a des besoins supplémentaires, qu'est-ce qu'on va devoir récupérer comme matériaux, et si exceptionnellement ça peut arriver, il y a des matériaux parce qu'ils sont trop pollués, par exemple, ne peuvent pas transiter par l'éco-centre. Eux devront être directement évacués hors site. Et puis ensuite, une fois qu'on a ce plan de gestion des déblais et des remblais, l'entreprise de travaux, à qui on confie la réalisation des aménagements, vient mettre en œuvre ce plan de déblais.
Donc le fonctionnement de l'écocentre, en fait, il va récupérer ce diagnostic-là et le plan de gestion des déblais. Donc il va connaître à l'avance les matériaux qui vont lui être envoyés. Et donc une fois que les camions arrivent sur l'écocentre, le Résion du coup réceptionne, contrôle les camions et la qualité des terres et les informations qui sont liées à ces terres-là. Ils sont pesés et déchargés. Ensuite, il y a différentes opérations de tri et de traitement qui sont faits sur ces déblais. Et puis après, les matériaux, une fois traités, triés, sont réanalysés, ont une petite fiche matériaux et sont mis à disposition pour être réutilisés dans les chantiers de l'île de Nantes. Donc on a trois grandes typologies de traitement, on va dire. On a du crible qui permet de séparer les matériaux selon les dimensions pour adapter les matériaux qui vont être mis à disposition en fonction de leur granulométrie aux différents usages. On a du concassage, alors qui n'est pas présent en permanence sur site, mais de manière ponctuelle en fonction du stock qui est nécessaire de concasser pour voilà, casser des gros morceaux et avoir des petits morceaux à une granulométrie qui convient mieux. Et puis on a aussi une unité de lavage qui permet de laver des matériaux, en fait, de séparer des fractions grossières des fractions fines et de concentrer la pollution dans les fractions fines, ce qui fait qu'on va pouvoir réutiliser plus facilement la partie des matériaux, la fraction grossière. Je vous ai mis la grille tarifaire pour donner un ordre d'idée des coûts d'acceptation et et des prix de vente des matériaux. Donc, on est sur des prix qui, normalement, sont censés être compétitifs par rapport aux filières de gestion habituelles. Donc, bien séparé par catégorie, on voit que plus la catégorie est facile à réutiliser, moins elle coûte cher. Par exemple, la catégorie 0 à 5 euros la tonne, et à contrario, quand on est en catégorie plus difficile à réutiliser après sur les chantiers, parce que un peu plus de pollution ou pour d'autres raisons, on est sur un tarif qui est plus élevé, donc autour de 50 euros la tonne. Et donc, retour d'expérience très concret, puisque l'écocentre a ouvert en fin février, et donc on a 8 mois d'exploitation. Donc on a reçu jusqu'à, on va dire, arrêté à fin septembre, début octobre, il y avait 35 000 tonnes de déblais qui avaient été reçues sur l'écocentre. Il en restait encore 13 000 à recevoir d'ici la fin de l'année. Et donc, il y en a pour l'instant 21 500 qui ont été traités, à peu près la même quantité, un peu plus, qui reste à traiter jusqu'à la fin de l'année. Et donc, ces matériaux-là, il y en a qui ont déjà été valorisés sur l'île, à peu près 6 000 tonnes. Il y en a d'autres qui sont encore à disposition des chantiers qui n'ont pas encore été utilisés, mais qui sont prévus d'être réutilisés parce que les besoins ont déjà été identifiés. Et puis, comme on sait qu'on a déjà des surplus et que l'écocentre a une place limitée et ne peut pas non plus accueillir trop de matériaux sur site, il y en a une partie qui a dû être évacuée pour faire un peu de place. Et il y a aussi des matériaux qu'on n'a pas capacité à réutiliser sur l'île, quand bien même on les aura traités. Et donc, qui, eux, sont évacués en filière parce qu'ils ne sont pas valorisables. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Olivier. C'était hyper riche. Eh bien, on va commencer à passer dans la partie questions-réponses. Donc, moi, je vais poser les questions qui étaient posées par les participants et les personnes qui sont inscrites déjà en amont, parce qu'il y avait déjà des attentes exprimées. Et je me permets aussi d'inviter, peut-être Olivier, c'est des questions qui ne vont pas forcément te concerner toi. Enfin, on va voir peut-être les autres personnes, que ça soit les autres intervenants. Si vous avez des choses à dire ou à compléter ou à avoir une réponse ou une ressource ou quoi que ce soit, je vous invite aussi d'intervenir et à ce moment-là, de faire une toute petite présentation de votre part. Voilà. D'ailleurs, moi, je suis Anna Kettels, chef de projet innovation chez Novapid. Alors, j'ai bien vu sur ton début de slide, tu as bien parlé des 4 enjeux que la BRGM a identifiés, que j'avais expliqué tout au début. Donc, ce que je vois que le BRGM est vraiment une super ressource qu'on peut mobiliser pour justement mettre en place ces projets ambitieux. Moi, en t'écoutant à la fin, je me suis dit, il y a peut-être un autre enjeu qu'on n'a pas mis là,
qui serait le cinquième. Qu'en est-il de la surface disponible? Est-ce que pour ces projets de territoire, pour mettre en place un écocentre ou même la gestion, le stockage des terres, euh, est-ce que ça ne fonctionne que quand on a énormément de place ou est-ce que tu penses que c'est aussi possible quand on en a moins d'espace disponible? Bah, je pense que tout dépend de la simultanéité. C'est-à-dire que nous, on a offert, enfin, offert entre guillemets, il y a un loyer, hein, Mhm. 3 hectares à Brésillan pour exploiter l'écocentre. Mhm. Sur ces 3 hectares, je dirais qu'il y en a 2 tiers qui sont utilisés pour le stockage de matériaux et un tiers qui sert aux équipements de traitement, de pesée ou de gestion des eaux. Euh, et en fait, on peut pas, ça aurait été nous difficile de faire autrement. Enfin, on avait estimé un peu la place qui était nécessaire au regard du flux et du besoin de stockage qu'on aurait. Et on n'a pas trop d'autres moyens de faire autrement parce que on n'arrive pas, enfin, on n'a pas, les chantiers, ils sont dans entre les terrassements, les déblais, enfin, les remblaiements et les besoins. Il y a toujours un décalage qui fait Mhm. qu'on n'a jamais la capacité de faire du flux direct Mhm. interchantier. Donc, en fait, les seuls moyens de réduire la place, ce serait d'en trouver soit d'avoir un flux extrêmement rapide entre 2 chantiers qui se font en Mhm. même temps, soit d'avoir aussi de la capacité de stockage partielle Mhm. directement dans les emprises chantiers. Et nous, c'est ce qu'on voulait éviter parce que on se rend compte aussi que les emprises chantiers sont de plus en plus contraintes, parce que plus on avance dans l'aménagement de l'île, moins on a de place. Et du Mhm. coup, qu'il y avait un enjeu à réduire la place sur ces emprises chantier et à l'inverse, d'en avoir un peu plus sur un espace de stockage commun. Mhm. D'accord. Eh ben, super. Merci, Olivier, déjà pour la réponse à cette première partie. Euh, alors, il y a une question qui était là pour savoir, tu as déjà donné, tu as adressé en fait toute votre voilà, je dirais, parcours pour arriver à ces résultats qui est même le retour expérience, il est quand même hyper enfin, enthousiasmant selon moi par rapport aux chiffres que tu as montrés. Euh, Si on pose la question sur comment est-ce qu'on peut organiser de manière intelligente pour le territoire, quel rôle, par exemple, pour les organisations et associations comme Novabuild ou autres? Est-ce que là, dans ton schéma d'acteur, il n'y avait pas Novabuild, il n'y avait pas de pôle de compétitivité, si je ne comprends pas, ni de cluster ou centre de ressources? Est-ce que les organisations comme les nôtres, est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir un rôle à jouer pour faciliter encore plus, pour euh, faire en sorte que ça se passe encore mieux ou pour que ça se fasse partout? J'en sais rien. Est-ce que tu as une Hmm. réponse sur ça? Bah oui, oui, je pense que vous avez tout à fait un rôle à jouer. Moi, il faut savoir que j'ai quand même été assez sollicité sur ce projet-là, enfin moi ou d'autres collègues ou la FAMA en Mm, général, parce que c'est un sujet qui a intéressé, enfin qui a intéressé et qui continue à intéresser pas mal de collectivités, d'aménageurs ou d'acteurs plus généralement. Ben, j'ai pas toujours le temps, ni moi déjà de répondre mm, et aussi de me renseigner, parce qu'on a quand même eu des petits points de blocage par moment mm, qu'on a dû solutionner. Et c'est vrai que moi j'aurais apprécié avoir je sais pas, peut-être un groupe de travail ou mm, d'autres acteurs ou avoir connaissance d'autres acteurs qui planchaient un peu sur les mêmes questions. Et donc, on sait qu'on va, a priori, vu l'enjeu vu la taille du projet urbain, on sait qu'on va, c'est pas, a priori, c'est pas notre voisin qui va faire la même chose sur mm, Nantes, 5 km plus loin. Donc, on va pas avoir cette proximité-là de projet qui fait qu'on va mm, pouvoir nous facilement prendre des contacts ou avoir des échanges. Et du coup, là, on est obligé d'élargir un peu le territoire si on veut se mm, partager des informations. Et nous, on n'a pas vocation à faire ça, donc je pense que mm, à l'inverse, Novaville, ça a totalement vocation mm, à élargir un peu l'échelle de partage mm. d'informations et de réflexion. Ok, merci pour cette réponse. Alors, tu parlais tout au début de réaménagement d'anciennes friches industrielles comme ça, ou enfin, il y a une question sur réaménagement d'anciennes friches industrielles en ZAC. Est-ce que tu peux juste ressortir les trois
les trois, on va dire, freins leviers principaux pour cette question-là, parce que ça fait partie aussi d'une de nos thématiques où c'est faire avec l'existant, entre autres, tu vois, comment est-ce que c'est de faire avec l'existant sur les friches industrielles, si on doit y aller, pour les terres d'excavation éventuellement polluées, est-ce que tu as genre trois leviers, enfin, trois freins principaux pour ce type de terrain et peut-être Ouais. les leviers Je sais pas si je vais en avoir trois, mais moi, celui que j'ai, enfin, on a été confronté dès le début du projet et on l'est encore Ok, confronté à des découvertes de matériaux en fait que derrière on a du mal à gérer ou qui coûtent très très cher. ok. Aujourd'hui, nous, on est assez calé sur la question de la pollution. Par contre, on a encore des terrains sur lesquels on découvre de l'amiante Mm, et c'est un sujet sur lequel on n'a pas une méthodologie aussi poussée que c'est la pollution aujourd'hui, et donc du coup, on a du mal à anticiper. Donc, je dirais qu'un territoire qui anticipe mal les enjeux de pollution, que ce soit, on va dire, pollution un peu classique, moi, comme j'en ai parlé aujourd'hui, ou pollution un peu peut-être plus exceptionnelle, comme de l'amiante ou d'autres polluants, si on n'anticipe pas ça, bah, on peut se retrouver avec des surcoûts très très conséquents, voire des incompatibilités d'usage avec les projets futurs. Donc, je dirais que pour un premier point de blocage, et du coup, pour le lever, ben, ça nécessite des études amont mm, qui vont permettre à la fois de caractériser les sols et ensuite de pouvoir donner une vision, enfin de pouvoir coller un projet d'aménagement dessus qui va tenir compte de mm, ces contraintes. mm, Et donc, une fois qu'on a ce diagnostic-là et ces contraintes, ben, tout l'enjeu aussi, c'est d'arriver à discuter avec les concepteurs paysagistes, urbanistes pour adapter le programme ou la conception. Parce que on ne peut pas pouvoir plaquer un projet comme ça sans tenir compte des contraintes. Parce que sinon, mm, quand bien même on les aura anticipées, ben, on aura des coûts très très importants. mm, Donc, je dirais que deuxième point de blocage possible, c'est d'avoir une maîtrise d'œuvre qui est assez souple pour mm, intégrer cette contrainte-là, enfin, qui a déjà un peu d'expertise, pas forcément être mm, totalement sachante sur le sujet, mais qui est déjà dans un état d'esprit et dans un niveau d'expertise qui lui permet d'appréhender ces enjeux de pollution. Et puis un troisième, j'en vois pas trop. T'es pas obligé d'en chercher Ouais. 6 ans. C'était comme ça, là. Super, merci beaucoup. Alors, euh, est-ce que j'avais une autre question? Et sinon, on va s'arrêter là pour ce sujet, plutôt organisé, méthode, outils, vigilance et tout ça sur le territoire. Euh, Voilà, merci, super. J'allais te demander de t'arrêter le partage. Et je vais, pour un court instant, repartager le mien. Et donc, là, on va passer du coup sur le côté sédiment, un projet de sédiment conduit par Capacité et présenté par Laurence. Et là, l'idée, c'est vraiment comment est-ce que de la matière de sédiment qu'on va chercher sur ce projet à Saint-Malo, comment est-ce qu'on peut valoriser cette matière, cette ressource en remblai? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir l'utiliser ailleurs quelque part? Et donc, je arrête mon partage, Laurence, et puis je te propose de passer à l'action. Ok, alors bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler de notre projet de valorisation des sédiments portuaires. L'objectif, c'était de chercher des solutions de valorisation des sédiments de dragage et de trouver des solutions de nouvelles formulations de matériaux de construction. Juste, est-ce que tu peux, si je vois bien, est-ce que tu peux partager l'écran où on voit la présentation complète? Ah mince, est-ce que là, c'est mieux? Oui, parfait. Yes, super. Donc c'est parti. Je vais d'abord vous présenter du coup Capacité, notre laboratoire de rattachement, le laboratoire GEM. Je vais ensuite présenter l'historique du projet, les résultats et je terminerai donc par la conclusion et les perspectives au projet.
Alors, Capacité, c'est la filiale de Nantes Université. À l'heure actuelle, on a à peu près 80 collaborateurs et on accompagne les entreprises et les collectivités dans leurs projets d'innovation en mobilisant donc les savoir-faire et puis les équipements des laboratoires de recherche avec lesquels on travaille de Nantes Université. On mène à l'heure actuelle à peu près 350 projets innovants par an dans 15 familles d'expertise différentes. Et donc, on est en étroite collaboration avec 11 laboratoires de recherche. Là, je vais vous présenter plutôt notre expertise éco-matériaux de construction. Donc nous, on travaille effectivement avec les clients pour formuler des nouveaux matériaux de construction, soit à base de matériaux géosourcés, biosourcés, ou à base de coproduits de l'industrie. Donc on formule, on caractérise du coup d'un point de vue mécanique, physico-chimique et durabilité les matériaux de l'échelle de l'éprouvette à l'échelle de l'élément structurel. On étudie également les aspects de durabilité de ces matériaux. Voilà, le laboratoire de rattachement avec lequel on travaille, donc c'est le GEM, qui est le laboratoire en génie civil et mécanique de Nantes Université. Il a été créé en 2004 en collaboration donc, avec l'École centrale de Nantes, Nantes Université et le CNRS. Les thématiques du laboratoire, c'est donc les matériaux du BTP génie civil, également les aspects mécaniques des matériaux, simulation et durabilité des structures dans des environnements sévères. Et donc, moi, je travaille plus particulièrement avec une équipe qui est vraiment spécialisée dans les matériaux verts, entre guillemets, et qui travaille sur la valorisation des terres excavées et les sédiments, mais également sur la valorisation des déchets PMCB et la valorisation de co- ou sous-produits de l'industrie. Et donc, on bénéficie de supports spécifiques avec des plateformes et des équipements de recherche qui nous permettent de réaliser nos différents essais. Le laboratoire travaille également dans des projets nationaux tels que je pense que ça va parler à quelques intervenants, le PN Terre Crue notamment, et puis le PN Perdub, Fascarb, et il y en a encore plein d'autres. Petit focus sur notre équipe. Donc moi, je suis ingénieure R&D, je travaille sur les matériaux granulaires, cimentaires et les écomatériaux. J'ai également ma collègue qui travaille plutôt en mécanique et donc on travaille avec le soutien de nos conseillers scientifiques que vous voyez à l'écran, Maëlle Perron, Didier Marot, Pascal Casari et Nordine Leclou. Alors pour ce projet, moi j'ai travaillé avec Fateh Bendaman. On travaille également avec le laboratoire de planétologie et de géosciences de Nantes Université, qui a pour objectif de comprendre les limites des impacts de contamination métallique et radioactive sur les écosystèmes. Petit aparté. Donc, je vais revenir maintenant sur l'historique du projet. Donc le but, c'était de valoriser les sédiments de dragage pour un port durable en collaboration avec la région Bretagne. Et donc, on a formulé et étudié la durabilité de nos matériaux à base de sédiments et d'ions hydrauliques. Donc, on a été mis en contact avec Madame Tang, qui est la chef de projet de modernisation du terminal du Ney, du port de Saint-Malo, en région Bretagne. Petit rappel sur le contexte. Donc, la région a souhaité moderniser ce terminal ferry à Saint-Malo. Pour cela, il a fallu réaliser des dragages d'entretien de l'avant-port. Et l'idée, c'était justement de pouvoir valoriser ces différents sédiments de dragage dans ces projets de réaménagement en direct. Les études de maîtrise d'œuvre ont commencé en 2022 et les travaux sont toujours en cours puisqu'ils doivent se terminer en 2026. Les objectifs, c'est bien évidemment d'éviter le clapage des sédiments dragués en pleine mer, le clapage qui, on sait, a de fortes répercussions, notamment sur le milieu aquatique. Donc l'idée, c'est d'étudier différentes pistes de valorisation des sédiments dragués en tenant compte des normes, mais pas que, des volumes de sédiments à draguer, leur composition et des pollutions potentielles de ces sédiments. Ici, vous voyez une petite image des zones de dragage au niveau du port de Saint-Malo. Donc en tout, on avait 7 zones à étudier. Ces zones-là ont été découpées en différentes zones d'échantillonnage.
Donc, il faut savoir que chaque zone d'échantillonnage a fait l'objet d'une extraction de ces sédiments-là. Donc, il y avait environ 1 mètre cube de sédiments qui ont été stockés pour chaque point d'échantillonnage, ce qui a permis aux différents acteurs de pouvoir les analyser, les caractériser et étudier les pistes de valorisation des sédiments. Là, ici, vous voyez dans ce tableau les différents volumes de sédiments en fonction des zones de dragage. Donc, il y avait quand même pas moins de 77 000 mètres cubes de sédiments dragués à valoriser potentiellement. La nature des sédiments était assez variable, hein, puisque en fonction des zones d'échantillonnage, on a pu trouver des sédiments plus ou moins sableux, et d'autres qui étaient vraiment très fins, très gorgés d'eau et très gorgés de matière organique également. Donc avec une pollution chimique potentiellement importante en fonction du point de prélèvement. Donc le verrou technique ici, c'était de trouver des solutions pour transformer ces sédiments de dragage, mais pas que la fraction grossière, mais aussi la fraction fine qui pose un peu plus de problèmes, en matériaux réutilisables dans les projets d'aménagement. Bon, pour ça, on a mené notre étude selon 3 points. On a tout d'abord caractérisé les sédiments pour comprendre leur composition et ajuster la formulation. Donc on est passé par des analyses granulométriques, mesures de teneur en eau et de matière organique. On a ensuite cherché à formuler nos matériaux et à stabiliser la matière organique. Donc, on a ajouté des liants hydrauliques à base de chaux et de ciment pour réduire l'humidité et neutraliser la matière organique. Et on a ensuite évalué les performances mécaniques et de durabilité de nos matériaux pour garantir la tenue et la sécurité des matériaux dans le temps. Petit point planning, donc on a eu une première commande de la région Bretagne en juin 2022 pour notre première étude qui portait donc sur la faisabilité de formulation de matériaux à base de sédiments et d'ions hydrauliques. Donc pour le port de Saint-Malo, on a rendu notre premier rapport en septembre 2022. Et ensuite, on a eu une deuxième commande en novembre 2022 pour une étude plus de durabilité, donc un peu plus longue, pour étudier du coup les performances mécaniques et physico-chimiques de nos formulations dans le temps. Et on a rendu notre livrable en avril 2023. Je vais maintenant vous présenter les résultats de nos 2 études. Donc on a pu effectivement estimer que les sédiments pouvaient être réutilisés. Alors après un gros travail de formulation, avec effectivement un ajout de lions hydrauliques chaux-ciment, hein, qui reste perfectible, hein, c'est une première étude, encore une fois. Il faudrait sans doute un peu plus pousser les choses pour optimiser ces quantités de lions hydrauliques dans nos formulations. Et on a également travaillé sur du coup le partage entre guillemets et les quantités de sédiments sablonneux et sédiments de fin pour améliorer notre squelette granulaire et donc nos performances mécaniques. Donc on a obtenu des bonnes propriétés de résistance mécanique avec un indice de portance immédiat supérieur à 13 et des résistances mécaniques intéressantes. Et donc, on a pu effectivement réduire et stabiliser notre matière organique qui était du coup incluse dans la matière la plus fine. Notre deuxième étude, donc on a cherché à étudier un peu les performances de résistance mécanique et de gonflement dans le temps. Donc on a soumis nos échantillons à des températures et des hygrométries plus ou moins sévères du coup pour tester cette durabilité. Et on a pu effectivement estimer que nos formulations tenaient la route entre guillemets dans le temps avec des performances qui étaient maintenues au cours du temps. Et des performances physico-chimiques qui étaient aussi intéressantes puisque nos échantillons n'ont pas subi de gonflement ou de retrait. Donc, en conclusion et en perspective, finalement, les formulations qu'on a travaillées et qu'on a étudiées nous ont permis du coup de pouvoir donner des pistes à la région Bretagne pour pouvoir réutiliser ces matériaux-là en remblai, notamment. Et du coup, la région a décidé de réaliser un terre-plein nivelé grâce à la réutilisation des sédiments un peu plus sableux.
Par contre, les particules les plus fines, elles, serviront plutôt pour la reconstruction d'embectages. Donc, les embectages, c'est des ouvrages qui servent à protéger et à guider l'accès à l'écluse et au bassin intérieur. En termes de règles et perspectives, moi, ce que j'aurais à dire, c'est qu'il serait effectivement important d'inscrire dans les appels d'offres des études avec des essais en laboratoire pour vraiment pouvoir étudier les différentes pistes de valorisation des matériaux. C'est-à-dire qu'il y a un travail en amont de recherche qui est fait. Et il y a beaucoup de laboratoires de recherche et des acteurs économiques qui travaillent justement pour étudier les différentes pistes de valorisation, que ce soit des terres excavées et des sédiments, en différents matériaux de construction, en fonction des besoins en local en matériaux de construction. Et ce qui est important aussi, c'est de pouvoir inscrire dans les appels d'offres des études plus ou moins longues pour pouvoir vraiment faire ce travail-là en amont. On a des leviers pour ça, on a des ressources secondaires qui existent. Tous ces matériaux, ces terres excavées, ces éléments sont des matériaux qui sont très riches et qui permettront ainsi de réduire le besoin aussi en matières premières extraites. On a des technologies de traitement avancées qui permettent de mieux purifier et décontaminer du coup les sédiments. On a un cadre législatif qui est de plus en plus favorable quand même et qui encourage la gestion durable des sédiments et de leur réutilisation. Et puis on a des partenariats publics privés qui sont favorisés et qui permettent l'innovation et la mise en œuvre du coup de solutions économiquement viables. On a effectivement encore des freins, ça faut pas se le cacher. Il y a une contamination qui existe des sédiments avec des HAP, des PCB, des métaux lourds qui sont présents et qui compliquent leur valorisation. On a parfois des coûts élevés de ces technologies de traitement qui nécessitent effectivement des investissements importants et qui freinent leur adoption à grande échelle. Comme tu disais, Anna, il faut quand même des surfaces importantes pour pouvoir stocker ces matériaux-là et les traiter. Mais peut-être qu'il existe aussi des solutions un peu plus amont auxquelles il faudrait réfléchir. Il y a un manque encore de réglementation homogène qui rend parfois difficile la gestion transfrontalière et la mise en place de solutions cohérentes. Il y a un manque de transparence sur les risques environnementaux encore qui peuvent créer des réticences chez les autorités publiques ou les entreprises, et puis du coup une acceptation sociale qui peut être compliquée, notamment en raison de la crainte des risques sanitaires ou environnementaux. Mais on a de l'espoir parce qu'on a des avancées scientifiques qui existent, qui sont là, qu'on peut retrouver d'ailleurs. On a des nouveaux marchés pour les matériaux recyclés qui stimulent l'économie circulaire, des approches intégrées de gestion des sédiments qui peuvent être renforcées et qui peuvent renforcer la durabilité du processus. Une réduction des coûts grâce à l'économie d'échelle et à l'économie circulaire. Et on a une sensibilisation, une acceptation sociale croissante avec une meilleure information et sensibilisation des acteurs locaux. Voilà, petit clin d'œil. Si vous souhaitez télécharger notre livre blanc qui était focus sur la valorisation des matériaux, n'hésitez pas à du coup prendre en photo le petit QR code et puis aller du coup visiter notre site. Merci pour votre attention. Merci Laurence, très intéressant. Super. Tiens. Parce que je pense qu'on commence à avoir des questions qui peuvent peut-être intéresser plusieurs personnes. Donc, alors j'ai une question tout simplement de langage. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce clapage? Alors, le clapage, c'est le fait de du coup, draguer les sédiments et d'aller les remettre au large, dans des zones qui sont bien évidemment, bien identifiées par l'ADREAL. Mais on rejette en fait les sédiments dragués au loin, dans certaines zones de l'océan ou des mers. Ok, merci pour cette précision. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce que les sédiments, j'imagine que oui, parce que tu évoquais aussi l'espace qu'il faudra pour gérer ces terres, comment vous, Capacité, avez été intégré dans les questions de désalinisation ou de dépollution des sédiments? Est-ce que ça, c'est quelque chose que Capacité fait? Est-ce que c'est quelque chose qui
il y a une place, quelqu'un d'autre, un autre acteur qui fait ça? Est-ce qu'il n'y a pas besoin? Comment tu traites cette partie-là? Alors, cette partie-là, on a notre laboratoire de planétologie qui est capable de pouvoir identifier les pollutions, mais il y a plein d'autres acteurs qui existent aussi et qui travaillent là-dessus. Nous, notre équipe, elle travaille plutôt sur la partie aval, entre guillemets, sur la partie propriété des résistances mécaniques et physico-chimiques euh, des matériaux qu'on peut réaliser à partir des sédiments. On travaille également sur la formulation, mais il faut savoir que voilà, il y a des acteurs qui existent et qui sont là pour travailler sur cette partie de désalinisation et de dépollution des matériaux. Il y a un travail qui peut être fait notamment sur l'encapsulation des pollutions. Enfin, il y a des choses qui sont en état de projet de recherche et qui sont en état aussi plus ou moins avancé pour pouvoir dépolluer ces matériaux. Merci. Je regarde. Mhm. Alors, il y a une question sur plus globale. Là, vous avez fait des études, et donc ça rejoint ce que disait Olivier avant sur la nécessité de prévoir des prestations d'études pour caractériser et savoir de quelle matière on dispose. Mais est-ce que, par exemple, dans votre cas, là, toutes les études que vous avez faites, est-ce que c'était que en vue de les utiliser dans les remblais? Alors, nous Oui, spécifiquement, oui. Maintenant, il y avait ok. d'autres acteurs que la région Bretagne a sollicités pour pouvoir étudier également les pistes de réaménagement plutôt dans l'urbanisme, en fait. Ah, Voilà, il y avait d'autres acteurs qui étaient présents. On n'a pas travaillé seul sur le projet pour vraiment pouvoir étudier les différentes pistes de valorisation des sédiments dans le réaménagement global du port du Ney et du port de Saint-Malo. Donc que ça soit dans l'urbanisme, en matériaux de remblai, en matériaux routiers, euh, voilà, différents matériaux de construction ou de réaménagement. ok, ça m'amène à une autre question. Oui, Quelqu'un pose la question sur les aménagements paysagers ou, comme tu dis, les matériaux de construction. oui. J'ai deux questions. La première, c'est est-ce que tu penses qu'on va arriver vers une sorte de liste des ouvrages faciles à adresser, comme ce qu'on fait dans le réemploi avec les matériaux, comme par exemple les sanitaires, ça c'est facile, voilà. Est-ce que tu penses que pour les sédiments, ou voire la terre excavée en vrai, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, il peut y avoir une sorte de catalogue qui facilite la prescription des architectes, maîtres d'ouvrage, programmistes? Déjà, Alors, première question. oui, je pense qu'on va y arriver. Il y a des études en cours, des projets de recherche en cours, notamment avec des développements d'outils d'intelligence artificielle pour créer des outils d'aide à la décision, effectivement, qui permettront dans l'idéal, un jour, de dire j'ai tel matériau avec telle propriété mécanique, physico-chimique, telle pollution, et qui pourra permettre de dire bah, tiens, ce matériau-là, avec ces propriétés-là, je peux le réutiliser dans des formulations de béton. Celui-là, je vais plutôt le réutiliser en remblai. Celui-là, je vais plutôt le réutiliser pour du réaménagement urbain. C'est l'idée. Ok, Voilà. très bien. C'est des projets qui sont en cours, effectivement. Et encore une fois, on n'est pas les seuls à travailler dessus. Il y a d'autres organismes qui travaillent euh, d'arrache-pied pour pouvoir créer ces outils-là. Euh, Très bien. J'ai une dernière question et après on va passer à la troisième présentation. Euh, on nous demande si, et si oui ou non, il y a une articulation avec le projet Suricate, je ne sais pas, qui réutilise les sédiments pour améliorer la résilience des territoires qui est mené sur la Rance. C'est pareil, c'est en Bretagne, hein, je Hum, connais ouais. Minic sur Rance. Est-ce que ça te parle? Alors, nous, Capacité, on n'est pas directement lié à ce projet-là. Il faudrait que je voie éventuellement avec notre laboratoire, euh, mais pas de l'autre côté. Ok, bon, bah, très bien. Mais c'est chouette de voir qu'il y a ces projets-là qui se développent autour. Et ben, grâce à ce webinaire, on pourra peut-être faire lien et on verra. Eh bien, Laurence, je te remercie pour ton- ta présentation Merci à vous. et pour dire ça bien et faire la passation.
Je vous montre juste ce qui suit, qui est, donc on l'a appelé ça, du chantier à l'assiette, ou comment transformer ce déchet en terre agricole. Henri, de Terra Innova va nous dévoiler, ses secrets. Bonjour, bonjour à tous. Merci Anna en tout cas pour cette superbe passation. Je vais du coup commencer à partager mon écran pour aligner ma présentation. Donc enchanté à vous, je suis Henri Roux, chargé d'affaires Grand Ouest de la société Terra Innova. Et j'ai intégré cette société pour simplement, on va dire, définir mon prochain impact durable sur les territoires. Hop, Tout simplement, on a une affirmation chez Terra Innova, c'est comment, en tout cas, on peut être au service des exploitants agricoles, en tout cas par l'intermédiaire des contraintes du BTP, et effectivement participer aux aménagements paysagers. Donc, on se retrouverait par exemple, nous aujourd'hui, je dirais, Terra Innova est au croisement entre l'agriculture et le BTP, où finalement, comment on va dire un déchet du BTP peut devenir une opportunité pour les aménagements paysagers, les trames vertes et bleues, les trames brunes de demain, voire participer même, on va dire, au retour de la biodiversité sur les territoires. Je ne sais pas si vous saviez, mais en 2017, en gros, les stats concernaient 200 millions de tonnes de terres inertes excavées chaque année en France. Bon, évidemment, c'était avant ralentissement économique, avant Covid, etc. Et en fait, ce qui est intéressant de le savoir, c'est que ces 200 millions de tonnes de terres inertes, c'est 70% du déchet du BTP, mais c'est aussi les terres qu'on arrive à tracer, tout simplement par l'intermédiaire des permis d'aménager, et aussi, on va dire, tous les éléments qu'on a réceptionnés. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça fait, 200 millions de tonnes, ça fait à peu près 100 millions de mètres cubes. Voire, je me suis même amusé à faire ce petit exercice, ça fait à peu près 50 stades de France, en fait, qui étaient excavés chaque année. Et la question, du coup, c'est quelle est votre part dans ce marché? Alors, pour gérer en tout cas ces déchets, ces déblais terreux, on a deux solutions qui peuvent être envisagées. Et globalement, ces deux solutions, ce sont l'élimination et la valorisation. Je me permets d'annoncer immédiatement les stats qu'on vous indique sur cette slide ne sont que du retour d'expérience. Évidemment, il n'y a aucune littérature très précise et très claire, en tout cas sur les territoires. Et aujourd'hui, notre retour d'expérience, c'est par l'intermédiaire, on va dire, d'échanges avec nos partenaires, avec nos clients, voire limite avec les process, on va dire, qu'a rencontré notre fondateur qui est issu du BTP aussi. Grosso modo, on peut considérer qu'on a 88% d'élimination, c'est-à-dire d'évacuation on ISDI, voire limite en élimination déguisée. Et on n'a que 12% de valorisation qui se fait dans le BTP. Ce que fait par exemple la Samoa quand on nous a eu la présentation tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est du réemploi de matériaux, on va dire, dans le cadre de futurs projets, on va dire, voisins. On a aussi la possibilité de faire du paysage, voire même de l'agricole qui, en l'occurrence, peut répondre à la massification, en tout cas, des besoins, notamment sur les matériaux considérés, en tout cas, les plus fins de nos projets d'aménagement. Nous, grosso modo, en gros, aujourd'hui, on a on a un cadre réglementaire qui est assez fourni. Ça a été annoncé déjà par Anna en démarrage, donc je vais me permettre d'aller assez vite. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a grosso modo le matériau, le déblai, qui est un déchet. On a une obligation aujourd'hui de traçabilité. On a aussi cette obligation de le valoriser et que si on veut le valoriser, on a un cadre réglementaire autre aujourd'hui qui nécessite de vérifier la préservation de la ressource en eau et des écosystèmes, vérifier l'usage futur d'un point de vue sanitaire par exemple, le maintien de la qualité du sol, notamment sur le sol récepteur. On ne peut pas forcément mettre n'importe quel matériau où on veut, puisqu'on risque de déséquilibrer des sols, voire des futures parcelles agricoles. Et surtout, nous avons l'utilité de la valorisation. L'utilité de la valorisation, c'est par exemple très facile, on va dire demain vous avez un matériau excédentaire et vous avez besoin de recréer une plateforme avec des matériaux plutôt difficiles à compacter, ben ça c'est de la valorisation. Mais on peut aussi avoir, dans le cadre on va dire de la valorisation agroécologique que défend Terra Innova, ce besoin de valoriser dans le temps, de justifier dans le temps en tout cas l'intégralité de ces matériaux et bien vérifier que ces matériaux participent à une amélioration du territoire. Alors, chez Terra Innova, on gère tous les matériaux, on va dire, un peu pas nobles que les entreprises du BTP savent gérer, c'est-à-dire
les entreprises du BTP gèrent très facilement tout ce qui est roches, cailloux, voire la terre végétale. Et du coup, le parent pauvre, le déchet ultime, c'est un petit peu les argiles, les limons, les terres plutôt jugées inertes. Celles, on va dire, on ne peut plus rien en faire et qu'on élimine préférentiellement, soit vers les ISDI, soit qu'on valorise, mais de manière un petit peu mal encadrée ou bien encadrée, en tout cas, dans les projets d'aménagement du territoire. Je vais vous parler aujourd'hui du coup d'un projet très particulier, puisqu'en fait ma présentation se met sur un exemple, un projet exemplaire certes, mais favorable, où on a participé à Saint-Liphard, où notre maître d'ouvrage avait l'intention, dans le cadre de son projet de renaturation d'une zone humide, remblayée bien évidemment, d'excaver ces matériaux, recréer un sanctuaire de la biodiversité et simplement aussi valoriser ces matériaux dans le cadre de son périmètre restreint. Le maître d'ouvrage, tout simplement parce que c'est aussi son obligation, a décidé de flécher ses matériaux et ses déchets. Dans le cadre du process Terra Innova, en fait, on a accompagné ce maître d'ouvrage. Nous avons décidé du coup par rapport, enfin, à la différence de ce que nous a expliqué l'Assam-Moa par rapport, on va dire, à son entité juridique de l'île de Nantes, nous restons, on va dire, sur de la valorisation de déchets puisqu'on sort du site émetteur. Et du coup, la solution envisagée, c'était 6000 m3 de terre en valorisation agroécologique, ou comment est-ce que par rapport, on va dire, à cette ressource initiale, on peut l'utiliser sur un terrain récepteur à proximité. Comme on l'a expliqué, on a aujourd'hui, on va dire, une économie du BTP qui est extrêmement agile, puisque chaque poste peut avoir un coût et une répercussion. Le terrassement, par exemple, c'est un certain coût, c'est la location d'une pelle, c'est son transfert, etc. Ça, on va dire, c'est des coûts qu'on peut mutualiser, quel que soit le projet, que ce soit, on va dire, vers l'élimination ou vers tout simplement de la valorisation. Ensuite, derrière, on peut commencer à découpler avec un transport vers une solution qu'on peut considérer comme traditionnelle. Donc là, en l'occurrence, sur ce territoire que vous peut-être reconnaissez globalement, il s'agit, on va dire, des installations de stockage de déchets, des carrières et du territoire, on va dire, autour du littoral au nord de Saint-Nazaire. Donc, le transport peut avoir un coût. Comme Anna l'avait expliqué tout à l'heure, évidemment, plus on augmente la distance, moins le coût est rentable, puisqu'on est limité par la vitesse du véhicule, par sa capacité de chargement et par son éventuel aller-retour, potentiellement à moitié du temps à vide. Et du coup, tout ça peut avoir un impact direct sur l'économie de la construction. Et ensuite, on a la mise en stockage définitif, puisqu'effectivement, ça, ce sont des installations de stockage qui sont aujourd'hui encadrées par arrêté préfectoral. C'est évident que des études ont été faites et elles ont été indispensables au départ, et qu'après, derrière, il faut revaloriser, enfin, il faut utiliser et gérer ces matériaux, en tout cas comme il le faut, avec les contrôles annuels spécifiques. Et donc aujourd'hui, notre estimation qui avait été faite dans le cadre de ce projet, on parlait de 18 € du mètre cube approximativement pour juste le transport et la mise en dépôt définitif selon cette solution traditionnelle. Sur ce projet, donc Terra Innova a été consulté dès le départ et on a réussi à trouver cette solution de valorisation et cette estimation qu'on a mis à 9 € du mètre cube. Comme quoi, finalement, le côté vertueux peut aussi être associé à de l'économie parce que dans ce cadre-là territorial, effectivement, le maillage était plutôt désavantageux. Je ne vous cache pas, chez Terra Innova, on est en capacité de vous accompagner sur tous ces projets et de calculer un peu l'économie. Mais là, en l'occurrence, le maître d'ouvrage a fait un bon move, puisque nous avons pu trouver une solution à proximité, très forte proximité, un transport de solution, enfin vers la solution Terra Innova qui a été très vertueux et une mise en œuvre sur les parcelles qui s'est avérée même inférieure, en tout cas la gestion, tout en prenant en compte aussi nos études Terra Innova, puisque chacun de ces projets doit être encadré réglementairement et techniquement, afin, on va dire, de justifier tous les éléments que je vous ai expliqués au préalable sur le code rural, l'urbanisme, et enfin, PLU, et tout ça. Dans ce cadre-là, ce qui est intéressant à comprendre, c'est qu'en fait, on est parti sur une parcelle agricole en déficit de fertilité physique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle ne fonctionnait plus. Elle était dans un moment, on va dire, de jachère. Et en fait, la récupération de ces matériaux a permis tout simplement de ramener, de refaire un épaississement via ces matériaux exogènes, de recréer de la réserve hydrique
pour les futures plantes. Et en fait, tout simplement, cette régénération a permis de remettre une production agricole, en tout cas pour l'exploitant, d'envisager une reprise de production d'ici l'année prochaine, en tout cas sur ces parcelles. Moi, ce que je veux, on va dire, je veux effectivement expliquer, c'est qu'aujourd'hui, on est parti sur un process, une amélioration qui reste aujourd'hui théorique, et cette valorisation, en tout cas, on devra, nous, en tant que Terra Innova, la justifier dans le temps, et c'est pour ça que cet exploitant, on va le suivre plusieurs années, et pour vérifier qu'effectivement, les matériaux qu'on lui a apportés sont bien satisfaisants, qu'on n'est pas en train de flinguer une parcelle par l'intermédiaire, on va dire, de matériaux qui ont été finalement peut-être pas assez bien caractérisés, ou peut-être simplement faire des actions correctives sur ce territoire. Petits exemples de photos où effectivement on partait sur le site émetteur, sur les photographies du haut, où on partait d'une sorte de prairie assez plane, où on a excavé les matériaux. Vous pouvez voir effectivement qu'on a recréé un bassin, renaturation, enfin on participe dans ce cadre-là à la renaturation d'une zone humide avec, on va dire, tous les aménagements qu'il faut. Vous pouvez voir, vous pouvez deviner en tout cas les talus sur les bords et comprendre en fait le volume qui a été excavé. Et cette ressource a pu être maintenue sur le territoire en tout cas et a été réinséré de manière intelligente selon, on va dire, un cahier des charges monté avec l'exploitant. Lui, ses besoins, c'était par exemple de récupérer une parcelle agricole exploitable avec ses matériaux. Et du coup, la stratégie de valorisation qui a été mise en place pour le coup, ça a été de considérer qu'en décapant les matériaux, en remettant de l'épaississement avec des matériaux qui ont été cartographiés, caractérisés agronomiquement en termes de pollution et en termes de géotechnique, puisque quand même, on se focalise sur des matériaux qui sont physiquement et chimiquement bons, et ben on peut recréer un épaississement, renapper avec de la terre qu'il a déjà l'habitude de travailler, ou en tout cas qu'il travaillait encore, on va dire, dernièrement, et à participer finalement, on va dire, à une économie régénérative. La boucle est bouclée, c'est ce qu'on mange demain en tout cas. Alors, ce genre de projet peut avoir des effets effectivement bénéfiques aussi également sur l'eau, notamment dans la purification. Vous doutez bien que si l'eau passe à travers, on va dire, plus de matériaux qui sont de bonne qualité, on peut avoir aussi une purification de l'eau. Mais en fonction aussi des aménagements paysagers qu'on peut réaliser, on peut aussi lutter contre l'érosion. Si par exemple on se retrouve à corriger des pentes, on peut aplanir des zones. Ça peut avoir un gain effectivement sur l'exploitation agricole par l'intermédiaire d'une facilitation sur la future exploitation de la parcelle, mais également du coup retenir les eaux plutôt qu'elles ruissellent directement sur la surface et du coup ralentir le cycle hydrique de l'eau. Ce projet du coup de Saint-Liphard a permis quand même d'avoir des impacts très différents sur l'environnement, l'économie et le social. Comme vous pouvez le voir, on a réduit les transports. Au-delà de la cadence qu'on pouvait avoir sur la parcelle, c'est toujours aussi moins de camions pour maintenir un débit équivalent. Supposons demain vous allez à 15 km au lieu de 2, ben peut-être vous avez aussi besoin de moins de camions. Sociétalement, ça marche, etc. On reparticipe à de la fertilisation des projets. On a des moindres coûts d'évacuation. On a aussi un apport gratuit pour les agriculteurs. C'est important de comprendre que l'économie de nos projets, en fait, peut aussi fonctionner, on va dire, enfin, l'économie qu'on a visée, c'est effectivement une gestion des matériaux selon l'économie classique et traditionnelle du déchet. Et du coup, on va dire que ce sont des gains pour les exploitants agricoles. Et enfin, ben, socialement, c'est aussi tout plein d'aspects qu'on peut, on va dire, gérer en amont, en approchant les collectivités, en allant aussi montrer l'acceptabilité de nos projets et en communiquant auprès des associations à proximité, voire même auprès des citoyens qui bordent les sites. Enfin, le retour d'expérience qu'on peut avoir, c'est qu'on a beaucoup de freins à lever. Aujourd'hui, on constate qu'on a une méconnaissance réglementaire de la chaîne de production. Certains sont déjà en avance, se sont bien sensibilisés. On le voit, on va dire, dans certains CODIR, il y a une volonté d'avancer auprès des entreprises, des maîtres d'ouvrage, etc. Néanmoins, sur l'ensemble, on va dire, des process, vous avez souvent ce copier-coller qui reste, on va dire, la solution de facilité pour garder une sorte de rentabilité immédiate sur les projets. Donc, il y a tout ça à lever. Aujourd'hui, ce qu'on peut voir en termes de levier, c'est que la volonté des maîtres d'ouvrage, ça reste le principal levier, puisque c'est eux qui vont amener cette volonté de faire mieux, de faire du vertueux, et puis aussi peut-être d'aller vers l'innovation et de faire des territoires plus résilients.
On a aussi sur les territoires directement des collectivités qui peuvent avoir peur, des exploitants agricoles qui peuvent avoir peur de récupérer des matériaux qui ne sont pas caractérisés. Et ça, on le voit aujourd'hui par l'intermédiaire d'une caractérisation plus fine des terres. Oui, c'est encore, on va dire, un coût qu'on pose peut-être sur le maître d'ouvrage, mais une caractérisation plus fine des terres peut, on va dire, amener en tout cas beaucoup de réassurance et en tout cas faciliter les projets de demain. Et surtout, tous ces projets peuvent avoir des effets bénéfiques, des mesures compensatoires, où on peut, par exemple, dans le cadre d'une gestion de matériaux spécifiques d'un projet à un autre, créer peut-être des zones humides spécifiques, ramener des petits cadres de biodiversité, et en même temps amener un exploitant agricole à faire sa transition écologique vers des choses beaucoup plus vertueuses. Et également, les politiques RSE, on va dire, des différentes entreprises peuvent être intéressées, en tout cas, par cette gestion plus vertueuse, qui en plus peut avoir un coût très similaire, en tout cas, aux économies traditionnelles du BTP. Enfin, comme l'a dit Laurence tout à l'heure, on a aussi des absences de prescription dans les CCTP. Et nous, en plus, dans le cadre de nos projets, avec la gestion de déchets d'un côté et trouver des solutions, ben, on est souvent, on va dire, à monter dans des solutions en urgence, notamment, on va dire, dans des périodes très restreintes en appel d'offres. Moi, ce que je me rappelle, c'est que le tiers expert peut avoir tout à fait sa place dans le cadre de tous vos projets d'aménagement, ne serait-ce que simplement en conseil, voire en construction de solutions de stratégie de valorisation. Alors Terra Innova, très rapidement, on est aujourd'hui, on va dire, sur le territoire, intégralement, en 4 agences. Vous pouvez me voir à l'ouest, mais vous avez aussi tous nos homologues sur le territoire, que ce soit à Paris, à Lyon ou à Toulouse, le siège restant à Nantes. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions. Eh ben, merci Henri. On va passer aux questions, très simplement. Si tu veux bien arrêter ton partage, Bien sûr. et puis on va commencer. Je vais te partager les questions de l'auditoire, et c'est bien que vous soyez tous les trois parce que j'ai quand même 2-3 questions plus transversales pour clôturer à la fin. Et donc, il y a une question qui est plutôt, je dirais, d'ordre outil. Une question sur comment est-ce que vous vérifiez la qualité sanitaire ou agronomique et biologique des terres, enfin, que vous utilisez, que vous mettez sur les sur les terrains. Je vais me permettre de répondre en premier. Je laisserai Laurence éventuellement et Olivier Oui. compléter, même si je pense qu'on pourra tous compléter cette question. Nous, on a besoin d'analyse, clairement. On a besoin, on va dire, de faire en sorte que soit les maîtres d'ouvrage aient déjà fait des études de caractérisation des matériaux, soit simplement accompagner les entreprises qui auraient les marchés ou qui auraient envie de répondre à des appels d'offres, de les obliger en tout cas à faire des analyses. Donc dans tous les cas, c'est un coût qui ne peut pas être économisé pour, on va dire, avoir un impact vertueux sur le territoire. Ce sont des éléments en tout cas qui font que même dans le cadre du process Terra Innova, le SAV pourra nécessiter de refaire des analyses, en tout cas auprès des exploitants. Très bien, donc j'imagine que là, tu parles, donc l'outil, si j'élargis un peu, c'est faire des carottages de terre, aller chercher la terre et l'analyser en laboratoire, Oui. si je calme. Après, il y avait une question, parce que tu avais montré en fait l'impact, surtout sur le coût, mais tu parlais aussi des rotations de camions et des choses comme ça. Est-ce que vous avez mis un bilan carbone depuis la prise en charge du déchet, de la terre, jusqu'à sa transformation ou mise en place? Et là, ça peut aussi vous concerner, Laurence et Olivier. Est-ce que vous avez pensé à cette ACV quelque part ou un bilan carbone? Alors aujourd'hui, sur le bilan carbone, on est conscient à notre stade qu'il peut se faire sur le transport. Parce qu'évidemment, moins de camions qui roulent, moins de distance à parcourir. Clairement, le gain, il est immédiat sur ce carbone. En revanche, sur la mise en œuvre des parcelles, effectivement, je pense qu'on a un bilan carbone qui peut être négatif à court terme, le temps, effectivement, que l'exploitation se remette en place, effectivement, et puis ensuite de reparticiper à peut-être demain un plan d'alimentation territoriale plus court et raccourci. Je dirais, le process Terra Innova de mise en œuvre au départ peut être un peu plus gourmand en carbone
surtout par rapport à une économie, enfin une installation traditionnelle. Demain, vous avez un trou à reboucher, il y a juste à baigner dedans. Effectivement, vous n'avez pas votre machine qui va devoir remettre en œuvre, scarifier la terre et la remettre en place selon un cahier des charges. Olivier, j'ai cru que tu allais Laurence, prendre la Olivier. parole. Ouais, moi je veux bien compléter. Sur le carbone, nous on a fait l'exercice aussi. Alors, malheureusement, j'ai pas les chiffres comme ça de tête, mais on a fait un travail de comparaison de scénarios entre les évacuations en filière en se basant sur des données, je pense principalement de l'ADEME, comparé avec un bilan carbone de l'écocentre. C'est un peu les résultats que je vous mettais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on estime entre 30 et 60% le gain carbone lié au fait de valoriser par l'écocentre. Alors, ça dépendra du taux de valorisation finale, de où est-ce que sont valorisées vraiment les terres à la fin, et du coup on va essayer de documenter un peu ça en fonction de ce qu'on arrive à faire, si on arrive à suivre par exemple les consommations de carburant et d'énergie sur l'écocentre, voilà, on arrivera à un résultat plus ou moins précis. Voilà. Merci, Olivier. Laurence, tu veux compléter aussi ou tout est dit? Ouais, nous, on l'a pas fait spécialement. Je sais pas si la région Bretagne a fait ce bilan-là, mais effectivement, c'est intéressant de voir l'économie, entre guillemets, de bilan carbone entre la réutilisation de sédiments et la matière première qu'on n'extrait pas. Donc, faut bien prendre en compte effectivement la totalité du bilan du site où on le prélève jusqu'au site où on l'évacuera en fin de vie aussi. Mais je sais pas si la région Bretagne a fait ce travail-là ou pas. Ok, merci en tout cas. Il y a une question sur l'identification des projets agricoles receveurs. Là, c'est clairement pour Henri. Comment est-ce que tu les trouves? Alors aujourd'hui, nous, ces projets, pour être totalement clair, on a notre propre prospection interne et on connaît les difficultés et spécificités du territoire. Je vous donne un exemple très très particulier, très facile. On a le sillon de Bretagne, par exemple, qui est pas loin de chez nous. Demain, vous avez enfin, on sait que les exploitants agricoles, quand ils travaillent sur ces zones, sont directement sur la roche. Et du coup, typiquement, là, on sait aller les rechercher. L'idée, c'est que demain, on sait définir quels sont les territoires qui ont besoin d'une amélioration, mais par contre, pour que le process fonctionne, il faut qu'on soit aussi localisé dans une zone dynamique. Si demain, enfin, je vais vexer personne, mais si demain, par exemple, on a un process, on sait qu'en Corrèze, on a peut-être des terres qui sont de mauvaise qualité. Je ne connais pas la Corrèze, c'est pour ça, mais je donne un exemple qui peut peut-être être un gros préjugé. Euh, Peut-être qu'on n'aura pas malheureusement le dynamisme d'aménagement qui sera associé et qui permettra d'y aller. Donc nous, ce sont des territoires où on ne va pas. On essaye toujours, on va dire, de croiser dynamisme territorial et difficulté territoriale en tout cas. J'espère que je réponds à la question. Et en tout cas, derrière, nous, on va faire directement du porte-à-porte selon, on va dire, des process très clairs. Soit par l'intermédiaire, on va dire, d'un projet d'aménagement qui a été identifié et de devoir construire une solution de valorisation derrière. Ça peut être une butte, ça peut être un merlon paysager, ça peut être clairement, on va dire, de la fertilisation de matériaux. Soit, à l'inverse, définir directement une zone de chalandise autour d'une zone d'aménagement. Demain, il y a par exemple une ZAC qui se construit. Et peut-être autour de cette ZAC, il y a peut-être moyen d'avoir des parcelles qui ont besoin d'être améliorées autour. Et du coup, on va dire trouver naturellement ces zones d'amélioration et de valorisation. Merci pour cette réponse. Il y a une autre question qui, pour moi, nécessite peut-être même un petit VT, un groupe de travail, j'en sais rien, mais si jamais vous avez chacune un élément à partager sur la question de qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans les CSTP aujourd'hui? Si chacun pouvait partager un premier point, peut-être un point sur le CSTP à améliorer pour aller vers la valorisation des terres excavées des sédiments, ça pourrait être sympa. Et si vous dites non, c'est tout. Alors là, il faut réfléchir et tout ça, pas de souci. Alors, vas-y, Olivier, je t'en prie. Ok, bon, j'y vais. Je pense qu'on a vu dans les trois présentations, il y a un niveau de caractérisation à faire à un moment donné. Alors, du coup, autant que ce soit fait, je pense, le plus tôt possible, ou au moins qu'il y ait une première approche en amont pour savoir un peu de
quelles ressources on va disposer, parce que c'est ça qui va un peu déterminer ensuite les filières de valorisation possibles. Donc je dirais que ça, c'est la première étape. Et puis après, je pense que sur la valorisation, il ne faut pas hésiter à être un peu exigeant, parce que Henri, on a parlé, il y a valorisation et valorisation. Donc on pourrait avoir dans un cahier des charges juste demander de la valorisation et se retrouver avec une offre qui nous fait une proposition à 90-95%, mais en fait, la valorisation qu'on va avoir derrière, bah, elle va avoir un impact ou une qualité moyenne, on va dire. Alors que si à l'inverse, on flèche un peu plus qu'on veut en termes d'usage de valorisation, là, on va pouvoir garantir une qualité plus importante. Merci Olivier. Laurence, tu veux peut-être... Oui, c'est ça. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir effectivement inscrire dans les CCTP cet aspect-là, cet aspect caractérisation et étude des différentes pistes de valorisation, et effectivement en fonction des besoins en local. Ça ne sert à rien d'aller étudier des pistes de valorisation, je ne sais pas, je vais dire valo des sédiments en béton, alors qu'il n'y a pas forcément besoin de... Enfin voilà, il faut vraiment faire un focus sur de quoi on a besoin en local, et typiquement, est-ce qu'on peut y arriver ou pas avec nos batteries d'essais de caractérisation physico-chimiques, environnementaux, enfin voilà, c'est surtout ça qui est important. Mais il faut aussi regarder un peu plus en amont, et c'est pour ça que la recherche est là aussi, pour étudier les pistes de valorisation qui ne sont pas immédiates non plus, qui vont nécessiter quand même du temps de travail pour pouvoir vraiment identifier des matériaux intéressants à recréer avec tous les matériaux ou les matériaux qui posent le plus de problèmes à l'heure actuelle. Et bah, d'où l'histoire du territoire, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Henri, est-ce que tu veux compléter ou est-ce que c'est déjà la même chose? Globalement, c'est la même chose, mais je dirais la réponse, elle date de 2015. En fait, c'est une obligation de valoriser. Et en fait, à partir du moment où on va dire il y a cette volonté de valoriser, en fait, le fléchage des matériaux, en fait, se fait par intermédiaire. Enfin, on le voit bien, tous les maîtres d'ouvrage aujourd'hui, les entreprises, elles ont bien compris, on va dire, l'intérêt de bien trier leurs matériaux. Que ce soit, on va dire, les sites pollués, l'amiante, etc. Ça, on le sait, c'est naturel, c'est dans l'air du temps, ça se fait. Mais en fait, la valorisation, pour qu'elle puisse avoir lieu et qu'elle puisse avoir enfin ce vrai niveau qu'elle devrait déjà avoir, il faut simplement aussi flécher ces matériaux, les caractériser à leur tour, et pas se limiter, en tout cas, à des études du strict minimum. C'est toujours, on va dire, difficile d'entendre ce discours par rapport, on va dire, à l'économie actuelle des territoires. Néanmoins, on peut le voir quand on a un bon move, par exemple, on peut aussi créer les économies de demain. Certes, on n'est peut-être pas sur les mêmes années fiscales ou autres, mais on peut avoir des belles surprises, en tout cas demain, en tout cas en étant bien accompagné et en fléchant clairement ces matériaux et en reprenant le contrôle de ces projets d'aménagement. Merci. Alors, une dernière question pour toi, Henri, tout seul. Alors, la question, c'est plutôt sur réellement, ce qu'on nous dit dans le chat, c'est que c'est la terre que tu prends, que tu recaractérises, que tu retravailles, c'est une terre morte. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette terre, qui n'est pas fertile peut-être, qu'est-ce qu'elle apporte vraiment sur un terrain déjà là? Est-ce qu'il y a un risque que cette terre que tu apportes puisse être nocive sur les champignons, tout ce qui est déjà vivant sur place? Ou comment est-ce que cette terre que tu apportes, comment est-ce qu'elle est re-rendue vivante quelque part? Eh ben merci. Ma première partie de la question, c'est une terre morte. Je dis oui, effectivement. C'est bien ça. Il n'y a pas de, il y a pas, il y a pas de, il y a pas de sujet particulier. C'est bien une terre morte, mais qui a été caractérisée convenablement, qui est aujourd'hui, qui a peu de qualité, en tout cas, je dirais, de type terre végétale. Ça, c'est clair. Et le fait de la remettre dessous, on va dire sous un décapage, la mettre dessous, effectivement, ça peut être considéré un peu comme contre-intuitif. Néanmoins, ce qu'on est en train de constater, nous, c'est que en fonction, on va dire, des parcelles qu'on choisit, je vous ai choisi tout à l'heure l'exemple du sillon de Bretagne, le fait simplement de réépaissir les matériaux, la plante va avoir la possibilité, par l'intermédiaire de ses capacités, on va dire, de redescente, d'aller dans ces terres mortes. Et oui, elles seront mortes. Par contre, on a plein d'autres aspects qui font que cette nouvelle couche, dans un premier temps, bah, elle va être peut-être
plus humide, avec une capacité hydrique plus intéressante, etc. Et le fait que ça puisse en tout cas permettre le redéveloppement, il y a l'ingénierie végétale qui va venir ensuite derrière se mettre en place. Donc en fait, les racines vont aller en profondeur, vont recréer de la vie, les micro-organismes vont revenir, ça peut se régénérer. Et j'ai bien aimé la deuxième partie. Oui, effectivement, on peut pas mettre n'importe quel matériau dessous. Demain, on va dire, on fait un projet d'aménagement en mettant, on va dire, de la caillasse sous de la terre végétale. Ben, évidemment, ça sert à rien. Et du coup, chez Terra Innova, nous, on fait un suivi pluriannuel, évidemment, de nos projets d'aménagement qui permettent de justifier, en tout cas, la valorisation des matériaux. J'espère avoir répondu à la question, en tout cas. Et nous, nos premiers retours d'expérience, effectivement, montrent de l'amélioration quasi immédiate, c'est-à-dire au bout de 2 ans ou 3 ans, en tout cas, une amélioration des productions agricoles, en tout cas, sur les parcelles réaménagées. Super, merci. Eh bien, moi, j'ai juste, pour terminer, une question pour tout le monde. Eh ben, avec les études, les CSTP, la réglementation, tout ça, ça me paraît quand même être encore dans une phase d'expérimentation assez complexe à mettre en place pour les territoires. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous deviez lancer genre un appel aux, aux collectivités, où il y a aussi des personnes de la CEE qui nous suivent activement, eh ben, est-ce qu'il y a quelque chose que... N'ayez pas peur de la complexité, voilà ce qu'il faut faire comme premier pas. Est-ce que quelque part, vous pourriez nous partager ça en clôture de ce webinaire? Oh, quand même! Je partagerai un point particulier, je dirais, n'hésitez pas à regarder ce qui se fait sur vos territoires, en fait, tout simplement. Vous avez potentiellement des projets d'aménagement qui sont peut-être délivrés un petit peu rapidement, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas en tant que collectivité à regarder. Effectivement, des fois, certains projets d'aménagement, c'est du droit privé. Néanmoins, vous avez peut-être un droit de regard par rapport à vos citoyens sur ce que fait, on va dire, le projet d'aménagement à côté et exactement ceux qui font des ressources. Parce qu'en fait, demain, la Terre reste une ressource. Donc, qu'est-ce qu'ils font de ces ressources? Est-ce qu'elles sont gaspillées et est-ce qu'elles sont gérées facilement? Oui, jetez-vous dans le process de l'économie circulaire, car demain, c'est ça qui permet en tout cas de faire un territoire plus vertueux et résilient par rapport au changement climatique qui arrive. Laurence. Tout à fait, je rejoins ce que dit Henri. Il y a ce qui se fait à côté, mais il y a aussi ce qui se fait un peu plus loin dans les autres régions et voire même en Europe, hein. Il y a des projets qui existent, notamment sur la valorisation des sédiments et je pense il faut s'en inspirer. Et bien entendu, il y a encore du boulot à faire, hein. C'est pour ça qu'on est là, mais il faut y aller. Il faut y aller. Super. Olivier. Ouais, je vais rejoindre ce qui a été dit avant. Je pense que c'est bien de commencer à mettre le nez, en fait, de se renseigner, de savoir les terres qui partent, les camions qu'on va transporter des terres, là, demander où est-ce qu'ils vont, chez quels acteurs, et puis commencer à sentir un peu si la valorisation qui est faite de ces matériaux, elle convient à l'ambition que porte le territoire ou pas, et que si elle convient pas, commencer à se poser des questions. Hum. Ça, c'est bien. Commencer à se poser les questions, j'aime beaucoup ça. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce webinaire tout à fait hyper passionnant, intéressant, avec plein de questions-réponses, justement. Je m'excuse d'avance de ne pas avoir répondu ou pris en compte toutes les questions du chat. Nous sommes sur un temps, espace-temps terminé, mais j'invite, comme ça a déjà été écrit dans le chat, j'invite tous les participants ou même personnes qui renvoient ce replay. Eh ben, n'hésitez pas à contacter les acteurs qui sont fléchés, où vous avez tous les liens LinkedIn, vous avez tout ce qu'il vous faut pour les contacter, pour continuer les échanges. Et puis, vous pouvez aussi contacter Novabile pour vous aider à trouver des ressources nécessaires ou d'autres projets qui seraient sur le territoire ou, comme nous sommes aussi dans le réseau bâtiment durable, d'aller vous flécher les bonnes personnes dans les autres régions. Je vous souhaite un agréable après-midi, soirée, matin, en fonction de quand vous allez revoir ce webinaire. Et puis, je dis un grand merci encore aussi à mon équipe qui gère le chat. Merci.
Merci. Merci à tous.